Alors, bonjour à toutes et tous. Je suis Pascaline Rollet, donc je suis statisticienne à l'UMR Moisa et je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de l'étude que nous avons menée dans les buts de répondre à la question suivante. L'augmentation des produits locaux dans les menus en restauration scolaire, quels effets sur la durabilité? Alors, l'objectif était d'étudier comment les produits locaux peuvent améliorer les différentes dimensions de la durabilité de l'offre servie en restauration scolaire. Alors, les différentes dimensions de la durabilité sont d'une part la qualité nutritionnelle des menus, d'autre part les impacts environnementaux tels que les émissions de gaz à effet de serre, l'épuisement des ressources en eau et l'utilisation du sol. Et enfin, les deux autres dimensions de la durabilité sont le coût des menus et l'acceptabilité culturelle. Nous avons commencé par mener une enquête auprès des structures de restauration scolaire des écoles élémentaires afin de caractériser l'offre servie dans les cantines. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les structures qui ont bien voulu participer à cette étude. Cette enquête s'est déroulée entre 2020 et 2023 et nous avons demandé aux structures de nous fournir des séries de 20 menus consécutifs. Alors, il s'agit de séries de 20 menus car c'est sur ce nombre que sont définis les critères fixés par le GEMRCN que doivent respecter les structures de restauration scolaire. Il s'agit de fréquences de plats qui permettent de garantir la qualité nutritionnelle des menus. Et pour l'ensemble de ces menus, nous avons également collecté les fiches techniques afin d'avoir les recettes des plats et le détail des aliments de chaque plat servi, ainsi que le prix d'achat des aliments par les structures. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette carte, au final, nous avons enquêté 27 structures réparties sur tout le territoire guadeloupéen. Et nous avons au total collecté 47 séries de 20 menus et environ 2000 fiches recettes. Alors, chaque aliment de ces fiches recettes a été associé d'une part à des données de composition nutritionnelle issues de l'enquête Canary, ce qui nous a permis de calculer la qualité nutritionnelle de l'ensemble des plats. Et d'autre part, les aliments ont également été associés à une base de données d'impact environnementaux, qui est la base de données Agribalise Antilles. Et cette base de données Agribalise Antilles est une adaptation d'Agribalise au contexte antillais en prenant en compte le mix électrique, le transport, donc le type de fret et la distance parcourue. Nous avons alors pu calculer différents indicateurs d'impact environnemental des séries de menus, les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation du sol, l'épuisement des ressources en eau et un score unique qui est une combinaison de 15 indicateurs environnementaux différents. Et enfin, nous avons classé tous les aliments en deux catégories, donc des aliments qu'on a considérés comme locaux et des aliments importés. Alors pour les aliments considérés comme locaux, il s'agit des aliments avec une filière de production existante en Guadeloupe et avec un taux de couverture d'au moins 20% à l'échelle du territoire. Dans les menus collectés, qui sont composés de 332 aliments, nous avons environ un tiers des aliments qui sont considérés comme locaux et deux tiers comme importés. À partir de cette offre observée, nous avons simulé des modifications de l'offre, c'est-à-dire des modifications dans la composition des séries de menus en utilisant des approches mathématiques de modèles d'optimisation sous contrainte. Cela nous a permis de créer des séries de menus optimales en maximisant la quantité de produits locaux servis, mais tout en respectant plusieurs contraintes. Donc tout d'abord des contraintes de qualité nutritionnelle, des contraintes sur les impacts environnementaux, mais aussi des contraintes de coût et des contraintes de diversité qui permettent de prendre en compte l'acceptabilité des plats servis. Nous avons généré différents modèles dans lesquels nous avons fait varier le niveau de ces contraintes. Alors, nous avons calculé 3 modèles, donc du moins contraignant au plus contraignant. Dans les 3 cas, les modèles ils vont chercher en fait à créer des séries de menus qui permettent d'augmenter le plus possible la quantité d'aliments locaux. Et pour les 3 modèles que je vais vous présenter, la contrainte nutritionnelle et le respect des recommandations du GEMRCN.
Et dans les recommandations, on trouve par exemple avoir au moins 8 fois des fruits crus en dessert sur une série de 20 menus, ou avoir par exemple au maximum 4 entrées contenant plus de 15% de lipides. Et les différences entre ces trois modèles, elles se situent sur les contraintes d'impact environnemental, de coût et de diversité. Alors, dans le premier modèle, que l'on appellera le modèle local, les impacts environnementaux et le coût de la série de menus simulés par le modèle ne doivent pas être supérieurs aux impacts environnementaux et au coût moyen des séries de menus collectées lors de l'enquête. Concernant la diversité, chaque entrée, produit laitier et dessert peut apparaître 2 fois dans la série de 20 menus, alors que le plat principal ne peut jamais être répété. Et ces répétitions, c'est ce qui correspond à ce que l'on avait observé dans les données qu'on a collectées. Ensuite, le deuxième modèle, donc il y a un modèle intermédiaire en termes de niveau de contrainte, que l'on a appelé le modèle local éco. Nous avons mis une contrainte plus importante pour les émissions de gaz à effet de serre en imposant qu'elles soient réduites de 30 par rapport aux séries de menus observées. Et de même, pour le coût, nous avons imposé une réduction de 30. Pour la diversité, nous avons mis la même contrainte que pour le modèle précédent. Et enfin, le dernier modèle, donc qui est le modèle le plus contraignant, on l'a appelé local éco-div. Et donc, en plus de la réduction de 30 des émissions de gaz à effet de serre et du coût, on a également imposé qu'il n'y ait aucune répétition pour les plats principaux, mais également aucune répétition ni pour les entrées, pour les produits laitiers et pour les desserts. Alors, je vais vous présenter plus en détail les résultats du premier modèle, le modèle que l'on a appelé local. Donc, dans le tableau, pardon, les résultats sont exprimés pour une série de 20 menus et par élève. Alors, si on compare la série de menus issus de notre modèle aux séries de menus observées, on remarque que la part de produits locaux a été doublée, puisqu'on est passé d'une part moyenne de 36 dans l'observé à 77 pour la série optimisée. Alors attention, je précise qu'il ne s'agit pas de 36 de produits locaux servis réellement actuellement dans les cantines, mais de 36 d'aliments qui pourraient être locaux selon la définition que j'ai expliquée précédemment. Si on regarde la qualité nutritionnelle, alors ici, elle est mesurée par un pourcentage d'adéquation aux recommandations nutritionnelles. Elle a aussi été augmentée, il y a une augmentation de 7 et les impacts environnementaux ont diminué. On observe que les émissions de gaz à effet de serre et le score unique ont baissé d'environ 15 et l'indicateur d'utilisation du sol a baissé de 30 Alors, plus concrètement, pour respecter les contraintes imposées, le modèle a permis d'identifier une liste d'aliments intéressants pour concilier les différentes dimensions de la durabilité et qui permettent de créer des séries de menus optimales. Ces aliments, ils ont été identifiés pour chacune des composantes des menus, donc c'est-à-dire pour les entrées, pour les plats protidiques, les accompagnements, pour les produits laitiers et pour les desserts. Alors là, par exemple, sur le diapo, on peut voir que pour les entrées, ce sont les carottes, le concombre et le pamplemousse qui ont été sélectionnés, entre autres, par le modèle. Sur la liste, qui vous est présentée, les aliments écrits en gras, ce sont ceux que nous avons considérés comme locaux, donc toujours selon la même définition. Et lors de l'enquête, nous avions également collecté des informations sur les fournisseurs des structures. Et là, ce sont les aliments en gras avec un astérix, sont ceux pour lesquels nous savons qu'il existe déjà une offre locale proposée au moins par un fournisseur identifié. Ces éléments sélectionnés par le modèle, donc ce sont des éléments à privilégier pour aller vers une offre plus durable. Alors, parmi les aliments sélectionnés que je viens de vous présenter, certains ont été plus augmentés que d'autres en termes de quantité dans les menus. Donc sur le graphique qui représente les aliments locaux pour lesquels les quantités ont été augmentées dans la série optimisée par rapport aux quantités servies dans les séries de menus observées.
Donc nous avons en bleu les quantités, hem, les les quantités proposées par le modèle, donc dans la série optimisée, et en marron, les quantités que nous avons observées lors de l'enquête. Alors là, on peut voir par exemple que pour les légumes, ce sont les carottes et les courgettes qui ont été le plus augmentés par notre modèle. Pour les fruits, c'est l'ananas et le pamplemousse. Pour les féculents, ce sont les haricots secs et les ignames. Et enfin, pour les produits animaux, c'est principalement le poulet qui a été le plus augmenté. Pour ces aliments locaux sélectionnés par notre modèle, nous avons calculé les quantités qui seraient nécessaires pour approvisionner l'ensemble des cantines des écoles primaires du territoire guadeloupéen pendant une année. Et nous avons comparé ces quantités aux capacités de production. Alors parmi eux, certains aliments comme par exemple la banane, les tomates, les œufs ou le porc, les quantités nécessaires pour approvisionner les cantines représentent moins de 20 de la production locale. Pour d'autres aliments comme les carottes ou le poulet, les quantités nécessaires se situent entre 20 et 100 de la production locale. Et enfin, on peut voir que pour les poireaux et les haricots secs, la quantité nécessaire est à plus de 100 de la production locale. Alors là, il s'agit de premières estimations, mais cela permet quand même d'identifier des filières pour lesquelles la production existe et des filières qu'il serait intéressant de développer pour répondre à cette demande et pour aller vers des séries de menus plus optimales. Donc, je vais maintenant revenir sur les 2 précédents modèles que nous avons calculés, que je vous ai présentés précédemment. Donc, il y a, le modèle que l'on avait appelé Local Eco et le modèle que l'on avait appelé Local Eco Div. Alors, si on regarde tout d'abord les résultats du modèle Local Eco, on peut voir que la part de local a augmenté par rapport à celle des séries de menus observées, puisqu'elle est passée de 36 à 66. On remarque également une amélioration de la qualité nutritionnelle, ainsi qu'une réduction des impacts environnementaux, mais par contre, tout cela au détriment de la diversité, puisqu'on constate que le nombre d'ingrédients utilisés pour créer ces séries de menus a baissé de 15. Si on regarde maintenant les résultats du dernier modèle, le modèle local EcoDiv, donc c'était le modèle qui était le plus contraignant, on remarque également une diminution des impacts environnementaux, une augmentation de la diversité, contrairement au modèle précédent, mais par contre, nous avons une très faible augmentation de la part de local, puisqu'elle atteint seulement 41 alors qu'elle était de 36 dans l'observé. Donc, le premier modèle reste celui avec la part de local la plus élevée. Il permet une augmentation de la qualité nutritionnelle similaire aux 2 autres modèles que l'on a testés. On constate également une diminution des impacts environnementaux, malgré le fait que cette diminution, contrairement aux autres modèles, n'était pas imposée dans les contraintes. Et la diversité reste similaire à celle de l'observé dans les menus collectés auprès des structures lors de l'enquête. Donc en conclusion, nous avons vu qu'il est théoriquement possible d'augmenter la part des produits locaux jusqu'à 77 dans les menus, tout en ayant une amélioration de la qualité nutritionnelle, tout en respectant les critères de fréquence imposés par le GEMRCN, en réduisant les impacts environnementaux et en particulier les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi tout en maintenant une diversité de plats servis. Et nous avons également vu que nous avons pu identifier une liste d'aliments à privilégier qui permet d'aller vers des menus plus durables. Je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole à Esther Sansons.